Aujourd'hui, les relations, elles sont quand même pétries de culte de l'excellence, de la performance, de la vitesse, de la concurrence à tous les étages de la vie sociale, de la compétition, etc. Et tant que nos relations sont imprégnées par ces valeurs-là, par ces normes-là, en fait, ce que le livre montre, c'est que tant que c'est comme ça, on ne peut pas être écolo. On ne peut pas écologiser pleinement nos manières d'être au monde, et on ne peut pas adhérer à un projet de société écologique profond. Il y a un fossé important qui se creuse entre cette avant-garde intellectuelle ou militante écologique et l'ensemble de la population. C'est-à-dire que dans les enquêtes, on recueille tout un tas de discours, de points de vue ou de récits de pratiques en lien avec l'écologie qui sont quand même très loin de ce que mettent en avant aujourd'hui les pensées écologistes qui nous invitent par exemple à revisiter nos ontologies, c'est-à-dire nos manières d'être au monde, à revisiter nos liens avec les végétaux, avec les animaux qui nous entourent, etc. On n'en est pas là. Par ailleurs, ce qui se dégage, c'est que finalement dans les différentes catégories sociales où j'ai enquêté, pour des motifs disparates, mais il y a un point commun, c'est que, ok, dans ce pays, il est de bon ton d'être écolo, et on veut bien être écolo, mais pas trop. Pour la simple et bonne raison que être trop écolo, ou être l'écolo de trop, c'est aussi prendre le risque de se marginaliser, de se retrouver un petit peu en dehors des cercles de sociabilité auxquels on tient. Et ça revient beaucoup. Donc, cette méconnaissance des sciences sociales, elle est à l'origine d'un fossé qui se creuse, elle peut expliquer l'échec des offres écologistes contemporaines à transformer nos manières de faire société, et puis plus simplement finalement nos manières de vivre, puisque c'est ça qui est en jeu. Et donc, on peut on peut en chercher en tout cas quelques explications. Alors là, c'est des choses que encore une fois, j'ai pas abordées dans le livre, mais que je vous soumets à la discussion. Donc du côté des écologistes, il y a alors peut-être d'ailleurs avant même de parler des écologistes en eux-mêmes, il y a on est quand même dans un contexte de contre-révolution intellectuelle depuis les années 90 qui vise régulièrement à disqualifier justement les approches portées par la plupart des travaux en sociologie, voire en sciences sociales, et à disqualifier tout un tas de concepts, de notions, comme rapport de pouvoir, comme domination, voire même inégalité, même si ça revient un petit peu. C'est quand même dans l'ère du temps intellectuel des manières de voir qui sont renvoyées à un passé dépassé et qui, du coup, ne sont pas très valorisées. Donc ça, c'est un contexte qui n'est pas déjà très favorable à la prise en compte des connaissances scientifiques du monde social pour penser l'écologie. Et donc du côté des écologistes, il y a aussi des facteurs sociaux finalement assez classiques, le fait que, notamment, ils ont des formations qui sont souvent éloignées des sciences sociales, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui viennent plutôt des sciences de la vie et de la terre, ou de métiers dans lesquels il y a pas nécessairement beaucoup de formation aux sciences sociales. C'est aussi un militantisme, le militantisme écologique qui valorise beaucoup l'expérimentation, le faire, la pratique, au détriment justement de la pensée, de l'abstraction théorique, etc. Donc c'est aussi un militantisme qui parfois n'est pas vraiment dans l'élaboration de pensée stratégique, on va dire. Et puis ça renvoie aussi aux modes de politisation propres à l'écologie, qui sont des modes de politisation justement qui tiennent assez éloignés des politisations fondées plutôt sur la critique sociale, sur les luttes syndicales, etc. Donc là, c'est des explications possibles de cette méconnaissance des sciences sociales par les écologistes. Et du côté des sciences sociales, il y a aussi des facteurs qui expliquent ça, notamment pour ce que j'en connais, une sociologie de l'environnement qui a historiquement été assez faible en termes de moyens, en termes de reconnaissance statutaire,
et qui s'est très vite retrouvé satellisé par le ministère de l'Environnement. Et donc une sociologie de l'environnement qui venait répondre, qui faisait de la sociologie, de la recherche-action, et qui faisait des rapports alors très intéressants, hein, mais dans les années 2000, on a plein de rapports pour les institutions publiques. Du coup, une sociologie de l'environnement qui va s'éloigner, ou se tenir assez distante des avancées principales de la sociologie générale. Et qui va, voire même, va avoir parfois tendance à vouloir se construire en opposition, en tout cas à distance, voilà, une forme d'indépendance de la sociologie générale. Et si bien que, en fait, jusqu'au mois de juin l'année dernière, dans les revues centrales de sociologie en France, les plus reconnues, les plus réputées, les plus exigeantes, en France et à l'étranger, on n'avait jamais eu un dossier consacré à la question environnementale. C'est un indice parmi plein d'autres. Alors c'est en train de changer, mais c'est en train de changer parce que je, et avec d'autres, me suis organisé, j'ai initié, et avec des collègues, on a initié, j'ai réuni des gens, on a fait un collectif, et on fait de la politique des sciences, c'est-à-dire qu'on porte dans ces revues centrales de sciences sociales des dossiers, donc on a fait des journées d'études anormales dessus, enfin bref, il y a tout un processus pour que ça change. Voilà. Mais en réaffirmant l'importance de penser les enjeux écologiques à partir de l'épistémologie traditionnelle des sciences sociales, puisqu'il y a une tendance qui nous vient des États-Unis, à penser que la crise environnementale, pour mal le dire, est telle qu'elle rendrait caduque l'épistémologie classique des sciences sociales. Bon, donc il y a des débats là-dessus, qui me semblent des débats pour l'instant pas très convaincants, et surtout pas très urgents au regard de ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire cette appréhension des enjeux écologiques depuis les outils classiques de l'épistémologie un peu bachelardienne des sciences sociales, quoi. Donc du côté des sciences sociales, il y a aussi des... Et alors, aussi, pour bien nettoyer devant ma propre porte, une sociologie générale qui a longtemps regardé de haut la question environnementale. Qui a longtemps pensé que c'était quelque chose qui concernait une petite fraction du monde social, que c'était pas très important. Et donc il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on était 4-5 finalement, jeunes, à se dire on peut peut-être quand même penser des choses un peu en mobilisant de la sociologie politique classique, ou de la sociologie des sciences, enfin bref, ou de la sociologie des mouvements sociaux. Il y avait vraiment pas grand-chose. Et donc à part, il y avait Silvio Litro à Rennes, par exemple, qui sur le militantisme écologique avait réussi, une directrice de recherche au CNRS, a réussi à faire sa carrière, mais il n'y en a pas 36, quoi. Il y a un peu en sociologie pragmatique, ils étaient plus, il y avait quelques éléments, sociologie des sciences, sociologie des controverses, je pense Château Renaud, voilà, mais c'était pas... Et même, par exemple, des collègues qui bossaient sur l'amiante, je pense à Emmanuel Henry, ils se revendiquaient plutôt de la sociologie des risques ou de la santé que de la sociologie de l'environnement. Voilà. Bref, donc il y avait voilà, donc tout ça pour dire que les sociologues ont leur part de responsabilité dans cette méconnaissance-là aussi. Je ne la nie pas du tout. Quelques conséquences, quelques implications de cette méconnaissance des sciences sociales par les écologistes. D'abord, ça permet de comprendre, ça suffit pas, il y a d'autres facteurs, mais ça permet en tout cas de comprendre que, encore une fois, les politiques de l'écologie, c'est-à-dire pour ceux qui sont arrivés un peu après, hein, par politique de l'écologie, je vais des soulèvements de la terre au capitalisme vert, en montrant que c'est pas aussi polarisé qu'on peut le penser, et qu'en fait il y a des circulations entre ces deux univers. J'ai travaillé, le premier chapitre du livre porte justement sur ces courtiers, c'est-à-dire ces personnes qui font le lien entre les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et les responsables de l'environnement des grands groupes comme L'Oréal ou voire Total, etc. Et j'ai observé en fait ces tractations lors de la COP21 justement. C'est un groupe de ce que j'appelle d'écologistes réformateurs que je suis depuis 20 ans, et du coup je les vois évoluer, je vois comment justement ils ont fait leur beurre aujourd'hui, les pensées du vivant, et comment ils ont développé cette doxa reconnectionniste, il faut se reconnecter au vivant, qui est en fait un prolongement de ce que j'avais appelé dans les années 2000 la doxa sensibilisatrice, qui était déjà une forme de réévaluation sensible de nos rapports au monde, avec la morale éco-citoyenne. Donc ça c'est vraiment, c'est Nicolas Hulot, c'est les années 2000, c'est toutes les politiques publiques de l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, ça prend d'autres formes, mais les impensés ou les logiques sont les mêmes. Et donc, ça permet de comprendre aussi comment, comment en fait, depuis plusieurs décennies, on assiste
à la réappropriation par les logiques sociales dominantes, notamment par le monde de l'entreprise, d'alternatives qui au départ sont pensées et présentées comme des alternatives écologiques radicales. Voilà. Et les écoquartiers en sont un bel exemple. Hein. Les écoquartiers, à la fin des années 90, c'est vu comme quelque chose qui va révolutionner la ville et au-delà révolutionner nos sociétés. C'est vu comme quelque chose de futuriste, d'incroyablement subversif. Et aujourd'hui, on ne peut que constater qu'une des premières cases à cocher dans les politiques néolibérales de la ville, c'est d'avoir son bel écoquartier. Donc, comment ça passe d'un... bon, alors ça, c'est des choses qui sont assez connues, hein, notamment par les cultural studies, en sciences sociales, c'est des choses, processus assez connus, mais ce qui était moins connu, et ce que j'ai essayé de documenter, c'est qu'en fait, il y avait des groupes sociaux, des acteurs sociaux qui, en fait, tout en pensant très bien faire, et avec plein de sincérité, faisaient ce va-et-vient. En fait, cette circulation, elle ne s'opère pas toute seule, elle ne se fait pas par magie, elle se fait parce qu'il y a des personnes qui mettent en relation des alternatives supposées radicales et subversives ou révolutionnaires avec des personnes qui ont plutôt intérêt à conserver le monde social tel qu'il est, quoi. Donc deux croyances qui pensent le monde social à l'envers. Bon, la première, alors je vais aller vite, hein, du coup, parce que je vois que l'heure défile, mais ça va aller. La première, c'est que les deux sont liés en plus, et ça renvoie d'ailleurs à deux grandes dialectiques du social, hein, l'individuel et le collectif, le matériel et le symbolique. Bon. Chez les écologistes, l'individuel prime très fréquemment sur le collectif. C'est-à-dire que c'est l'idée que le collectif, ce qui fait société, ça serait une addition d'individus juxtaposés les uns à côté des autres. Et voilà, il faudrait changer la mentalité des individus par ce que j'appelle la prise de... donc j'ai parlé tout à l'heure de doxa sensibilisatrice, ou la prise de conscience. Il faut que les gens prennent conscience. Donc c'est les fresques climat, par exemple. Une forme d'idéologie de la prise de conscience. On va changer les consciences, et les individus vont changer leurs pratiques, et le monde social va aller mieux. En gros, on va résoudre les mots MAUX, ça va être des mots MOTS, et tout va bien se passer. Alors si ça se passait comme ça, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais voilà, il y a cette croyance, plus ou moins impensée, plus ou moins implicite, reste très présente. Là où les sciences sociales nous montrent qu'en fait, le collectif, il n'est pas composé d'individus les uns à côté des autres, mais il est composé d'individus en relation avec les uns avec les autres. Et que ce qui fait société, c'est un système de relations, des relations qui sont traversées par des hiérarchies, des rapports de pouvoir, des rapports de domination, et que ce ne sont pas les mentalités qu'il faut changer, mais bien ce système de relations à travers lesquelles les mentalités se forgent. Et alors quand vous dites ça aux écolos, ils sont déjà partis très loin en courant, quoi. Ils ne comprennent pas, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible. C'est vraiment compliqué. Donc, et pourtant, quand on fait des sciences sociales, c'est quand même une des premières choses qu'on apprend dès la licence, quoi. Il faut agir sur ce que j'ai appelé dans le livre les cadres fondamentaux de la vie sociale, hein. Les institutions du social, là, ce qui organise les relations. Et aujourd'hui, les relations, elles sont quand même pétries de culte de l'excellence, de la performance, de la vitesse, de la concurrence à tous les étages de la vie sociale, de la compétition, etc. Et tant que nos relations sont imprégnées par ces valeurs-là, par ces normes-là, en fait, ce que le livre montre, c'est que tant que c'est comme ça, on ne peut pas être écolo. On ne peut pas écologiser pleinement nos manières d'être au monde, et on ne peut pas adhérer à un projet de société écologique profond. Donc c'est aussi de dire, en fait, peut-être que les politiques écologiques, elles doivent d'abord prendre pour objet, non pas tant le verdissement, la décarbonation à tous les endroits, mais d'abord se dire qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, l'écologisation, elle n'est pas possible. Or, et quand je dis ça, quand je montre ça dans le livre, je parle d'écologisation infime, c'est-à-dire de petits gestes ou des petits pas, pour reprendre l'expression de Nicolas Hulot quand il démissionne en 2018. C'est-à-dire de petites choses. Et rien que ça, les enquêtés, les individus, où qu'ils soient dans le monde social, disent « mais c'est trop dur en fait ». Et même ceux les plus convaincus, ceux qui votent vert depuis 15 ans, etc., qui veulent, disent on essaie, mais on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'on ne se permet pas de faire la morale aux autres et qu'on n'est pas évangéliste, parce que nous-mêmes, en fait, on voit bien qu'on est pris dans des contradictions et qu'on n'y arrive pas. Mais en fait, oui, ils n'y arrivent pas, parce qu'en fait, dans le monde tel qu'il est, y arriver suppose de sortir du monde tel qu'il est. Et c'est là que, justement, tous les travaux en sociaux notamment, sur les militants écolos radicaux qui expérimentent, c'est le grand terme à la mode aujourd'hui, la préfiguration de modes de vie
extraits de ces logiques concurrentielles sorties du capitalisme, c'est intéressant parce que ça nous montre, bon, d'une part que c'est possible, mais que c'est possible à la condition d'accepter de vivre d'une certaine façon avec un pied en dehors du monde social, au moins, et que pour adhérer à ces manières de vivre qui sont quand même voilà, pas accessibles ou pas pensables pour tout le monde, je sais pas, avoir une maison en terre-paille, vivre sans emploi salarié ou que de façon très ponctuelle, être beaucoup dans l'autoproduction, être dans des modes de maternité alternative, d'accouchement alternatif à domicile, etc., être dans des systèmes d'éducation aussi alternatifs pour les enfants, etc. Bon, toutes ces choses-là, donc, qui caractérisent, c'est le collectif, il y en a beaucoup, il n'y en a pas loin d'ici, voilà, vous en connaissez peut-être. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que pour accéder à ces collectifs, c'est souvent un processus qui est lent, qui est long, qui n'est pas forcément linéaire et qui surtout est collectif. On rejoint rarement ces alternatives-là seules. Voilà. Et le fonctionnement de ces alternatives repose sur un tissu d'entraide, un maillage très serré, très ténu d'entraide, de mutualisation, de prêt, etc. Donc c'est possible, mais c'est possible avec des conditions sociales qui sont très spécifiques et qui sont très peu réunies. Enfin, voilà, statistiquement, ça apparaît même pas dans les chiffres de l'INSEE, ces gens-là. Donc, bon voilà, mais c'est possible. Mais ça nous montre en creux que c'est possible, mais pas dans le monde social tel qu'il fonctionne. Enfin, sauf à dire à tout le monde qu'on va être tous des alternos marginalisés, etc. Mais en fait, c'est pas possible. On n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que le monde social ne nous y prépare pas. Donc ça, c'était la première croyance. Moi, j'ai un peu dérivé. La deuxième croyance, elle est liée, c'est l'idée que voilà, le changement de pratique, le changement de comportement, il s'opère par la mentalité, par la conscience, donc par les discours, les imaginaires, les récits, etc. Or, et je le montre aussi dans le livre, mais j'en profite pour vous donner un exemple de plus, mais en fait, c'est toutes les sciences sociales depuis très longtemps, notamment la sociologie des médias, la sociologie de ce qu'on appelle de la réception ou de la formation des opinions. Enfin bref, il y a plein de... En plus, moi, je viens de là, en sociaux, donc je connais ces choses que je connais par cœur, nous montrent que les discours, les imaginaires, la communication, la pédagogie ont des effets très relatifs, voire très seconds sur nos manières de penser et de faire, et que là où on croit voir des effets puissants des médias, la communication, etc., en fait, ce qu'il faut y voir derrière, c'est une proximité sociale entre celui qui produit le message, qui produit le récit, qui produit l'imaginaire, et celui qui le reçoit. Et donc, c'est des logiques sociales. Donc, d'une certaine façon, l'adage qui dit que qui se ressemble s'assemble, il est plutôt vérifié par ces travaux de sociologie-là. Des gens qui sont proches socialement vont avoir plus de chances d'adhérer aux mêmes idées. Et comme en plus, il y a une proximité là aussi historique entre les professionnels de la culture et des médias d'un côté et les écologistes de l'autre, c'est-à-dire que la culture, les médias ont toujours été au centre des mobilisations écologistes. Rappelez-vous les baleiniers de Greenpeace qui faisaient la une des journaux. Enfin, il y a des collègues qui ont montré comment en fait Greenpeace, dès les débuts des années 90, connaissait parfaitement le mode de fonctionnement des rédactions et savait comment faire une une, quoi. Ils savaient comment faire une ouverture de JT. Bon, ça, c'est pas donné à toutes les luttes. Voilà, c'est une caractéristique quand même assez forte, en tout cas, chez les écologistes. Il n'y a pas un support culturel qui n'a pas eu sa déclinaison verte ou écolo, quoi. Là, je prépare un cours, je suis en train de chercher, et j'ai pas trop de difficulté à trouver une playlist, il y a 12 séances, donc 12 chansons sur l'écologie, voilà, pour un cours de sociologie écologique, quoi. Et ça, voilà. Il y a les films, les documentaires, les BD, les romans. Les premiers à parler de changement climatique. Les premiers dans le monde à parler de changement climatique, c'est les auteurs de science-fiction. Encore des producteurs culturels, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est peut-être pas le plus intéressant. En tout cas, un point de discussion sur le fait que il y a cette méconnaissance, voire bien souvent ce mépris des sciences sociales par les écologistes. Ça mène à des impasses stratégiques, c'est-à-dire à des réformes sans rupture, c'est-à-dire sans redéfinition profonde de nos modes d'organisation sociale, et à des radicalités sans lendemain, c'est-à-dire des radicalités qui justement ne visent pas la refonte des rapports de domination, et donc ne visent pas aussi à redéfinir les institutions du social, alors les institutions scolaires au sens large, professionnelles, mais aussi les institutions immobilières, foncières, tout ce qui relève aussi de l'organisation du transport, l'institution de l'énergie aussi, par exemple, la centralisation énergétique, tel mode, voilà, bref. Des choses assez larges. Hein. Je trouve que la principale conséquence, peut-être le principal problème, c'est que cette méconnaissance des sciences sociales fait que le cadre de l'injustice environnementale en France a mis beaucoup de temps à apparaître
chez les écolos. Alors ça a un petit peu changé depuis 2018, depuis les Gilets jaunes, mais ça a changé quand même d'une manière qui est très discutable et qui est surtout de l'ordre du discours plus que de la pratique.